Mesdames et messieurs les représentants du Land de Schleswig-Holstein et de la ville de Neustadt, cher monsieur Holling, dont les paroles nous ont tous profondément émus, chers compatriotes Bernard Jeune, chers amis, certains noms de lieux nous rappellent particulièrement les horreurs que la barbarie nazie a infligées aux prisonniers des camps de concentration dans les dernières semaines ou les derniers jours de la Deuxième Guerre mondiale. En ce qui concerne le camp de Neuengamme, il s'agit avant tout de Zandbostel, de Wöbelin, où mon père Jean Gossot n'a pas survécu à la faim et à l'épuisement, de Bergen-Belsen et de la baie de Lübeck. Parmi ces lieux de mort, la baie de Lübeck, par l'ampleur de la tragédie qui s'y est déroulée le 3 mai 1945, est celui qui symbolise de la manière la plus forte la fin funeste réservée à tant de concentrationnaires dans ces moments ultimes du conflit qui auraient dû être ceux de leur libération. Le souvenir de ces événements dramatiques demeure vivant dans nos mémoires et ne doit pas s'effacer. Depuis quelques années, on assiste à une résurgence du fanatisme, de l'intolérance, du racisme et de l'antisémitisme, à une exacerbation des antagonismes entre groupes ethniques ou religieux, à l'exaltation dangereuse d'identités qui s'excluent les unes des autres. On observe aussi une tendance à la haine et une volonté de déshumanisation de ceux qui appartiennent à d'autres communautés, selon un processus qui rappelle tristement l'un des ressorts du national-socialisme. Face à ces évolutions inquiétantes, il est plus nécessaire que jamais de garder présente à l'esprit la folie meurtrière qui s'est abattue sur l'Europe à partir de 1933. C'est en pleine conscience de ce sombre passé que l'AIN, au nom de laquelle je m'exprime aujourd'hui, rend hommage avec vous auprès de 7000 êtres humains dont le parcours s'est achevé dans les eaux et sur les plages de la Baltique il y a aujourd'hui 76 ans. Je vous remercie. My name is Marian Havling. I was born in Poland in the city of Lviv, now part of Ukraine. I'm 96 years old and I'm a survivor of Kaparkona. I was amongst the group of prisoners, the last group that left the Neuengamme camp. After several days of gruesome marching, we reached Neustadt and were promptly put on a deck of Kaparkona. And there was a bit of a confusion. They didn't know where to place us. They told us to walk down the widest staircase into a large room that remembered me of a ballroom or dining room. And that's where we stayed for another hour or so. The ship was bombed. We were trying to get on deck, but the soldiers standing there pointed their rifles at us and told us they'll shoot. But sometimes after, the smoke becomes so thick that caused panic, and stampede started up the staircase, and some shots were fired, some people fell,
Some soldiers were trampled. I was on deck, looking for something to float on. But staying on the ship was a death sentence. I took my clothes off, conquered my fear, and made a big jump into the water. There I was lucky. I saw a raft with 4 men on it already paddling away. I managed to swim to them, and the little struggle started, but didn't last long. I was persistent and stayed on. We reached the shore at about just before sunset, and I was almost unconscious. And I fainted a couple of times, and my last remembrance was that I was on a truck in front of a military building, military barracks at Neustadt, and that's where I was put in by some men. I stayed there all night. In the morning, I poked my head out of the front door, and there I saw a British soldier standing near the ramp. I knew I had survived the war. It's very important to have those commemorations taking place, to keep those things alive, so that we might learn something from history to make sure that those terrible things will not ever happen again. Je vous remercie de m'inviter à faire ce petit discours sur mes pères défunts. Mon père français Eugène John et mon beau-père danois Gregor Svensson, tous les deux résistants dans chacun de leur pays et tous les deux prisonniers à Neuengamme, où ils ont travaillé ensemble comme médecins prisonniers, mon père comme un jeune médecin à l'âge de 27 ans, mon beau-père comme médecin plus âgé à l'âge de 50 ans. Après son détour d'un court emprisonnement en Allemagne, comme soldat au début de la guerre, mon père a fini ses études de médecine en 1942 et il s'est tout de suite engagé dans la résistance comme étudiant. Comme jeune médecin, il entra en juin 1943 dans le réseau Service Périclès, qui créa les maquis-écoles et qui faisait partie du mouvement de résistance combat. Il prit part à l'organisation et à la direction du centre de ce service à Lyon. Mon père a été arrêté à son domicile le 20 avril 1944 par le boucher de Lyon, le chef de la Gestapo à Lyon, Klaus Barbie. Il a d'abord été emprisonné dans la prison Montluc, où 30 de résistants français ont été emprisonnés et torturés par Klaus Barbie et ses tortionnaires. Quelques semaines avant la libération de Lyon, mon père a été transporté à Compiègne et de là à Neuengamme le 28 juillet. À Neuengamme, il travaillait pendant l'hiver 1944-45 comme médecin prisonnier dans une des infirmeries. Il coopérait ici avec d'autres médecins prisonniers, parmi eux un médecin danois, Gregor Svensson, qui parlait parfaitement le français. Malgré la différence d'âge, ils sont devenus amis. Le médecin danois avait été actif dans la résistance danoise dans la partie sud du Danemark. Il a été pris par la Gestapo le 6 octobre 1944, après un sabotage d'une station de radar allemande. Il fut d'abord emprisonné dans un camp près de la frontière, et de là, il a été transporté à Neuengamme le 29 novembre.
En avril 1945, il est rentré comme tous les prisonniers danois et norvégiens des camps de concentration avec les autobus blancs qui faisaient partie de l'action de Bernadotte, où il a trouvé la mort avec milliers d'autres prisonniers quand les bateaux ont été bombardés et incendiés par la Royal Air Force qui ne savait pas qu'il y avait là des prisonniers. Après la guerre, mon beau-père danois a écrit à l'Association des médecins français pour savoir ce qui s'était passé avec mon père. L'association des médecins pouvait lui confirmer qu'il était mort sur le Cap Arcona. Il a alors pris contact avec mon oncle, le grand frère de mon père, qui était aussi médecin à Lyon, et par lui avec ma mère. Il est ensuite allé en France pour les informer. Après avoir correspondu avec ma mère quelques années, il a l'invité chez lui au Danemark et a fini par lui proposer de la marier. Nous sommes donc venus, ma mère, mon frère et moi-même, en janvier 1949 à Augustenborg, au sud du Danemark, où mon beau-père était médecin de famille. Cette fin relativement heureuse d'une histoire tragique a été décrite par un quotidien danois. Le journaliste avait appris que pour la première fois, j'avais publiquement raconté mon histoire. J'avais d'abord refusé d'être interviewé par le journaliste parce que j'avais peur qu'il voulait surdramatiser mon histoire. Mais comme c'était en 2015, quand nous avions la grande entrée des réfugiés en Europe, il a essayé de me convaincre que mon histoire avait une certaine relation qui pouvait faire réfléchir les lecteurs. J'ai apprécié cet argument et j'ai accepté l'interview. Il a donné ce titre à l'article « Le bourreau tortionnaire de Hitler a envoyé mon père dans la mort et je suis devenu danois ». Et c'est bien vrai.